Bonjour, nous voilà pour le rendez-vous matinal de ce festival des héros du cinéma de la télé avec le fameux Masterclass qui permet d'en savoir un peu plus sur les invités que j'invite moi ici parce que on trouve tous sur Wikipédia et sur Internet, mais il y a des choses, des anecdotes qu'on ne trouve pas. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir ce que l'on ne sait pas de certaines comédiennes ou comédiens, et anecdotes qui sont intéressantes, sachant que beaucoup de gens qui écoutent pour savoir souvent c'est quoi le métier de comédien, comment on y arrive, est-ce que c'est un long fleuve tranquille, ou si c'est une traversée du désert permanente. Bon bref, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Alors, ce matin, j'ai le plaisir d'inviter 3 amies comédiennes, et plus qu'amis, parce que maintenant, je les ai embarqués dans une aventure qui s'appelle Tonton Édouard, qui, je vous le dis à vous, parce que ça ne sortira pas du réseau, l'idée c'est d'en faire une série. Donc ce film est un pilote pour une série, et toutes les 3 jouent dans le... C'est quoi? Justement, avant que j'oublie, j'avais été chargée de prendre le Nice Matin. Tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Alors... Parce que pour tout vous dire, pendant le Festival de Cannes, Patrick Georges a une page entière dans Nice Matin pour Tonton Édouard. Ça, c'était pas le Figaro, mais c'était le Nice Matin. C'était même très très bien. À Cannes. Je vous explique, le Nice Matin à Cannes, c'est bien mieux que le Figaro, parce que personne ne lit le Figaro, tandis que le Nice Matin à Cannes, vous l'avez dans tous les hôtels, dans tout le... Alors, et la vérité, regardez. Regardez, hein, je vous mens pas. Hein. Ah oui. Article très élogieux, alors on vous attend dimanche soir. Alors, le hasard, comme quoi il y a ce fil, on en parlera, mais il a une étoile. Georges Lauter nous protège depuis le début. Il se trouve que moi, je suis antibois d'origine. Donc, Cannes, vous savez que c'était à 7 km d'Antibes. Et moi, j'ai eu la chance d'être à Cannes, parce que j'étais à côté. Mais pendant 12 ans, je me suis occupé des personnes, on appelle les VIP, du personnel du Majestic. Donc, tous les comédiens qui venaient, donc je les croisais beaucoup. Et à l'époque, je faisais des festivals, et petit à petit, ceux qui m'intéressaient, que je trouvais sympa. Et donc, j'ai reçu plein de personnalités. C'est marrant, parce que quand on a ce poste-là, on voit plein de choses, mais moi, je suis neutre, mon fils. Il reste un quart d'heure, ils se foutent complètement de vous. Ils viennent pour boire un verre, manger un morceau, ils sont invités, ils disent 3 mots à une caméra et ils sont... Donc, vous avez l'impression qu'ils vous connaissent pendant 10 minutes après, ils savent plus qui vous êtes. Donc voilà. Tandis que moi, je faisais l'inverse. C'est des gens que je vois souvent et que je revois, qui sont des amis. La preuve, c'est que, toi, ça fait au moins... Oh, ben, il a créé sa famille. Qui a fait quoi, 15-20 ans? Oui, voilà. Oui. Toi, plus récemment, mais c'est vrai que c'était... Voilà, bien avant avec le théâtre, etc. Et Hélène, n'en parlons pas, je la gardais quand elle était toute seule, toute petite dans son berceau, c'est moi qui l'a bercée, voilà, donc, ou presque. Et Maëva Pasquali, je l'ai connue quand elle avait 7 ans. C'est comme le hasard, vous ne savez pas ça? Que Maëva, elle était, nos familles respectives se connaissaient, mais on s'est croisés 1 ou 2 fois, et plus tard, quand je me suis dit, mais Pasquali, ça me dit quelque chose, elle me dit, oui, moi je suis d'Antibes aussi. Ah bon? Je lui dis, ton père c'est Jean Jouet? Il me dit, oui. Ben, écoute, on s'est vu, moi j'ai vu une gamine de 7 ans, petite blonde, hein, qui est devenue comédienne, et il se trouve qu'elle joue dans le film. Comme quoi, le monde est petit. Et là, l'anecdote, c'est que cet article, il est sorti au moment où il y avait DiCaprio, il y avait Harrison Ford, etc. Il y avait toutes les grosses vedettes. Sauf que dans le journal, quand on ouvrait, le premier film d'un Antibois. C'est quand même génial. Et quand j'ai vu Nice Matin, j'ai dit, écoute, moi puisque je suis d'Antibes, j'étais voir le gars de Nice Matin, j'ai dit, écoute, j'ai fait un film, je voulais t'en parler, etc. Et puis j'aimerais bien qu'il passe, je faisais une projection Antibes chez moi, qui a fait un carton, parce que forcément, avec ma famille et mes copains. Donc j'ai un très gros succès personnel, c'est normal. Et il m'a dit, bah, je vais te faire un article. Sauf qu'il n'a pas prévu que le sorte c'est la même page Antibes et Cannes. Donc ça veut dire que vous êtes à Cannes, qui est distribué, il doit le distribuer, je sais pas, à 200 000 exemplaires. Vous l'avez dans tous les hôtels, dans tous les bars, sur toutes les plages. Il y avait au milieu de Cannes, Tonton Édouard. Je trouve ça génial quand même. C'était le hasard, c'est pour dire que c'était un pur hasard. Et je vais ajouter une petite anecdote. Il y avait un très très grand producteur indien qui s'appelle Shalendra Singh, qui était venu au pavillon indien avec Michael Douglas. Et c'était le jour où j'étais en train de lire le journal, et je lui dis, regarde, mon film est dans le journal. Et Michael Douglas a lu l'article. Donc ça, c'était tout quelque chose.
Le film, j'avais pas encore la version définitive que j'ai reçue hier, que déjà Douglas, Harrison Ford et DiCaprio savaient que what is tonton Edouard? C'est quand même une anecdote. J'espère qu'on en sourira plus tard en disant merde, tu vois, entre-temps on a fait une série et que ça marche. Et voilà, c'était exactement. Donc alors revenons aux moutons, puisqu'on parle de Masterclass. Moi ce qui m'intéresse c'est déjà aux unes et aux autres, puisque vous êtes trois. La première question c'est, est-ce que le métier de comédienne, c'est une passion que vous avez toujours eue, c'est-à-dire que vous êtes dès toute petite, vous savez déjà, alors toi je suis sûr, l'andouille avec ta famille, que tu voulais être comédienne, Blanche et Marianne, beaucoup plus classe, mais qui voulaient commencer à déclamer vous étiez bonnes élèves, et la question c'est, où c'est une rencontre, un hasard qui a fait que vous êtes venue au métier de comédienne. On va commencer par Marianne, si tu veux. Oui, alors moi il faut aller très très loin. J'étais dyslexique dans mon enfance, et je n'ai su lire qu'à l'âge de 10 ans. Donc je passais de classe comme ça. Et un jour, les bonnes sœurs m'ont mis le bonnet d'âne et je suis passée de classe en classe avec mon cahier accroché derrière. Et ce jour-là, évidemment, sous les « Oh, c'est l'âne, c'est l'âne, c'est l'âne », je me suis dit « Non, un jour, vous serez les ânes et moi, je serai devant ». Et j'ai eu la passion des grands textes après, dès que j'ai su lire. Et évidemment, ça m'a menée vers le théâtre et vers notre belle langue française, qui malheureusement disparaît un peu en ce moment. On me dit toujours, quand je tourne, Marianne, articule un peu moins, parce que plus personne ne respecte le muet ou les liaisons. Et voilà, et ça c'est fort dommage, parce qu'on a la plus belle langue au monde. Alors tu as commencé, ton premier souvenir de cinéma, théâtre ou télévision, peu importe, c'est quand? Alors c'était en 68, et c'est Jean Prat, qui a reçu beaucoup de prix autrefois, qui était un très grand réalisateur, qui m'avait fait passer des essais au but de Chaumont pour le livre de Semprin qui avait reçu un prix Nobel, Le Grand Voyage. Et ça se tournait en Pologne, à Auschwitz. C'était la première fois qu'un tournage allait dans les camps après tout ce qui s'était passé. Et après les essais dans les buts de Chaumont, c'est lui-même qui m'a appelé. À l'époque, il n'y avait pas d'assistant, pas de casting, etc. Et il m'a dit, Marianne, si tu veux partir pour la Pologne, eh bien, je serais très très heureux que tu nous rejoignes. Voilà. Et j'ai passé 1 mois et demi en Pologne, c'était mon premier tournage, et ça a été sans doute, avec tonton Édouard, un des moments les plus émouvants et extraordinaires de ma vie. Ça, on n'oublie jamais, le tournage. Surtout le thème du film, ça doit être, c'est poignant, parce que tu n'as pas tourné de comédie rigolote, si c'est tourné à Auschwitz. C'était poignant, et surtout, à l'époque, si vous voulez, bon, maintenant tous ces feuilletons, tous ces petits jeunes, ils arrivent, ils ne savent même pas qu'ils ont en face. C'est très difficile maintenant. Alors que là, on travaillait en profondeur. Donc, bien sûr, ils ne voulaient pas qu'on ignore tout ce qui s'était passé. Donc, on avait été invités 1 semaine avant le tournage et on nous a montré et fait découvrir toute l'horreur de ce camp. Donc, c'était très très lourd, mais en même temps, c'est Roland Dubillard, qui était un grand auteur dramatique, qui faisait la voix off. Et donc, pour une jeune comédienne, commencer avec Jean Prat et Dubillard, à Auschwitz, c'était merveilleux. Donc ça, merci Jean. Bon, voilà, c'est une anecdote, je ne savais pas ça, toi. Pourtant, je connais, on a plein. Hein. Hélène, toi, a priori, tu es élève moyenne ou pas? Très mauvaise élève, mais qui est devenue brillante après en littérature française et en philo. Tu m'étonnes. Toi, Hélène, comment c'était toute petite, tu étais déjà, tu dis je serai comédienne un jour, ou je fais des voix, parce que tu as une spécialité aussi en plus d'être comédienne, dis-moi. Bah, en fait, moi ça m'est venu quand j'étais au collège. La seule année de tout mon cursus scolaire où j'ai eu une bonne prof de français en fait. Parce que j'ai toujours eu pas de chance, quoi. J'ai toujours eu des profs de français très nazes, sauf celle-là. Et ça revient souvent. Ouais. Et souvent, dans les histoires de comédiens, ils me disent oui, c'est grâce à soit un prof d'histoire, soit un prof de français qui m'a dit tu devrais prendre des cours, tu devrais faire ça. Et ça a déclenché quelque chose. C'est ton cas. Je peux rajouter quelque chose parce que ça, c'est fantastique comme anecdote. J'étais au couvent des oiseaux, après j'ai changé d'école. Et le professeur de français était une sœur qui s'appelait Mère Marguerite de Jésus. Et dans sa jeunesse, elle avait été pensionnaire à la Comédie Française. Et c'est vraiment elle qui a décelé en moi
mon talent de comédienne parce qu'elle me faisait lire tous les textes. Et voilà, donc c'est aussi un professeur de français qui a vraiment déclenché ça. De la comédie française Oui. à Jésus. Eh ben oui, Trajet, c'est normal. Je suis une amie avec qui j'étais au conservatoire, qui, quand elle a joué Claudel chez Jean-Louis Barrault, elle jouait Donna CTP, elle a été illuminée par la grâce et après elle est devenue carmélite. Elle s'appelait Christine Lausanne. ben, là aussi, c'est un parcours quand même. Donc toi, non, Tout mène à Dieu. tu n'as pas été illuminé tout de suite. Elle l'est maintenant. Hélène Marguerite, vas-y Hélène. Et ouais, donc après, voilà, je me suis dit, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie d'être comédienne, mais je voulais faire du théâtre, vraiment. Et sauf que j'étais à Saint-Étienne, il n'y avait pas Internet à l'époque, mes parents m'emmenaient ni au théâtre, ni au cinéma. C'était dans un petit village, hein, un peu à 15 km de Saint-Étienne exactement, parce que sinon il y avait un petit peu de choses dans le centre-ville. Et en fait, comme j'avais un papa un peu patriarche et un petit peu autoritaire, j'ai pas osé le dire. Donc j'ai fait mes études malgré moi parce que j'étais pas très fan de l'école, mais j'ai quand même été jusqu'en licence de sciences éco. Et puis la veille des partiels, j'ai dit non, stop, et j'y suis pas allée. Pour me mettre dans la situation de ne plus pouvoir y retourner parce que j'étais pas allée au partiel. Donc t'étais éliminée tout de suite. voilà, je pouvais pas aller au-delà du DUC du coup. Et après, je suis partie chez mes parents, j'ai fait 3 années où j'étais visiteuse médicale, puisqu'il fallait que je parte de chez moi, mais je ne pouvais pas dire à mes parents, je pars, mais vous m'entretenez. Et à chaque fois que je faisais des primes, en étant visiteuse médicale, je mettais de côté en disant, ça me payera mon école de théâtre. Ce qui fait que tu as été une bonne visiteuse médicale pour pouvoir être comédienne. Exactement. Et au bout de 3 ans, j'ai démissionné, j'étais chez Ron Poulenc, j'ai démissionné. Et je suis venue faire mon école à Paris, où j'avais suffisamment mis de côté pour me payer mon école, ma bouffe, mon loyer, et ne faire que du théâtre. T'as encore des souvenirs de médicaments, choses comme ça, quand tu faisais les gars, c'est chez Ron Poulenc qui devait... Ah mais non, mais je présentais des super médicaments en plus. Hein. Ah oui, la piostacine, rovamicine, prophénite, c'était des médicaments qui étaient... J'ai eu cette chance. Parce que j'avais des très bons produits. Parce que c'est toujours dur de vendre des produits qui sont moyens. Et ils t'ont jamais embauché chez Nina ou des choses comme ça, où ça se passe dans les hôpitaux? Eh ben non. Non, c'est vrai? Non. Non, mais par contre, en doublage, ça m'est arrivé de faire... je crois que j'ai fait Chicago Med, où il y avait des termes médicaux... Des modes, là, oui et non, parce que des fois, dans les séries, il y a des termes... Et comme je suis un peu dyslexique, tu vois, comme toi, Marianne... dès qu'il y a des noms que je ne suis pas habituée à dire, et ben en fait j'inverse les syllabes. C'est systématique. Mais à la réunion, on ne sait pas. Tout le monde, comme le spectateur de base, il ne sait pas si Missy ou c'est Missy. Bon bref, on ne sait pas dans quel sens, c'est pas très grave, parce qu'on se dit bon, on demande au médecin. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment le parcours le plus efficace, c'est-à-dire je respecte la volonté de mes parents, oui. Je fais en douce ce que j'ai envie. Et à cette époque-là, est-ce que tu avais un esprit de troupe, c'est-à-dire que tu étais toute seule, ou tu avais monté des copains ou des copines à l'époque à l'école, ou une petite troupe théâtrale? Eh bien non, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à l'école de théâtre, du coup, moi j'avais quand même, j'avais tout préparé, j'avais roulé un peu ma bosse déjà, et je me suis retrouvée avec des élèves qui sortaient d'écoles dont les parents payaient l'école de théâtre. Et ils sortaient beaucoup en boîte, tout ça. Et moi, en fait, je ne sortais pas parce que je me disais, mais je ne suis pas venue à Paris pour sortir en boîte, je suis venue à Paris pour faire mes cours de théâtre. Donc j'étais un petit peu exclue je m'entendais bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème, mais j'étais un petit peu exclue du groupe de l'école parce que je ne sortais pas le soir avec eux. Oui, parce que c'est souvent ça aussi. Souvent dans certaines écoles, les parents, notamment, je vois ça dans les écoles de réalisation, de techniciens, etc. Souvent, les parents disent bon, je sais pas quoi faire. Bon, on fait une école de cinéma, comme si c'était le. Oui. Tu sais, tu feras toujours faire une caméra, on ne sait jamais. Et nous, ça que rien. Donc les gens qui n'ont pas de passion, forcément, ils sortent avec le même. Alors c'est ceux-là, par contre, c'est les fêtards. C'est meilleur. Et dans les écoles de réalisateurs, il y a quelques-uns qui se dégagent, qui sont des vrais passionnés. Puis les 3 quarts qu'on a mis là, parce que de toute façon c'était payant, et ils ont été virés de partout. C'est le seul endroit où, à partir du moment où tu payes, on te prend. C'est souvent ça. Oui, mais enfin là il y avait quand même, la plupart étaient là par passion aussi. Mais comme c'était, eux sortaient du lycée,
ils avaient envie de bringuer, alors que moi, cette phase-là, je l'avais déjà passée en fait. Ouais. Donc c'était un peu plus ça, parce qu'il y avait un bon cru dans mon... Enfin, j'ai fait qu'une seule année d'ailleurs de cours, parce que j'ai tout de suite commencé à travailler. Au mois de juillet, j'ai eu une chance, j'avais une bonne étoile, et j'ai tout de suite commencé à travailler, donc je n'ai pas eu à faire une deuxième année. Et ton premier souvenir on va dire, à la limite, ça aussi, c'est ton premier souvenir, et la première fois que tu as gagné de l'argent, c'est aussi ça, où on t'a donné, je pense qu'il y a la satisfaction, c'est, tiens, je fais ce que j'aime, et en plus, on me paye pour ça. C'était quand, toi? Ah en fait, moi, je suis partie en tournée, je faisais des matinées classiques, je jouais l'avare, enfin, je faisais pas l'avare, je faisais Marianne dedans. Et on faisait toute la France. On faisait toute la France dans tous les théâtres, et en fait, c'était super, parce que c'était les scolaires qui venaient. Donc les salles étaient toujours combles, puisqu'il y avait des bus qui arrivaient, qui remplissaient les salles de théâtre. Et puis j'ai joué dans tous les théâtres de France qui étaient magnifiques. Donc ça a été une chance pour moi de commencer comme ça. Et effectivement, parce que j'ai mis très longtemps à pouvoir dire je suis comédienne en fait. C'était tellement un rêve que à chaque fois je disais oui, je prends des cours de théâtre, et en fait il a vraiment fallu que je sois intermittente du spectacle pour pouvoir dire, quand on me demandait qu'est-ce que vous faites, je disais je suis comédienne. Et le premier tournage, alors c'était rigolo parce que j'avais fait un casting toujours en juillet, là, juste après mon école, et c'était pour le Vatou, c'était un film institutionnel. Et le Vatou, c'était le truc de la Française des Jeux qui passait à une émission télé, un jeu en télévisé, qui n'a pas duré très longtemps. Et j'étais allée au casting, et puis j'étais repartie, et je répétais la pièce de théâtre, et le metteur en scène avait été convoqué pour le même casting. Et il venait me chercher et il me dit « Écoute, j'ai un casting, alors soit tu vas par tes propres moyens au lieu de répétition, soit je viens te chercher et puis tu passes avec moi au casting. » Je lui demande, moi je passe avec toi au casting. On arrive au casting, et c'était ce casting que j'avais fait moi la semaine précédente. Et en fait, là, le réalisateur me dit « Ah ben tiens, ça tombe bien, la dernière fois t'es parti, on a regardé par la fenêtre, on a dit « Oh c'est con, on aurait dû lui faire passer l'autre rôle. » Et du coup, il m'a dit « Reviens », et j'ai passé l'autre rôle, et j'ai fait le truc. Ah d'accord. C'était marrant. Ça a failli être un rendez-vous manqué, il est revenu, c'est ça. Exactement. Le destin, il est pas, c'est intéressant. Donc c'était vraiment un petit truc du destin, quoi. Ouais. Et j'ai fait donc ce tournage, c'était génial. J'avais eu 5 jours, on était parti à Djerba, enfin c'était génial. C'est pas Auschwitz, hein. Ah non, voilà, moi c'était pas Auschwitz, non. T'avais pas de stress, il n'y a pas eu de formation sur le tourisme, sur le machin, sur les plages de Djerba. Blanche, oui. Alors toi, ton milieu familial, t'as soutenu ou pas du tout? Comment ça se passait? Non, moi j'avais une mère qui était dans l'enseignement, qui montait des petites pièces de théâtre. Ah, quand même. Donc à 3 ans, je me souviens d'un beau jeune homme sur scène, et ce jeune homme est mort, poignardé. Et j'ai poussé un hurlement, et ma mère m'a accompagnée dans les coulisses, et il s'est relevé. Et j'ai pas compris pourquoi il s'est relevé. Non, mais j'ai été vachement déçue, parce que je préférais qu'il soit mort. C'est ça quoi pour lui? Et donc on m'avait menti. Voilà. Mais elle nous a donné ce goût des costumes, de la mise en scène. Voilà. Et comme j'étais très timide, et ça m'a fait beaucoup de bien, donc pour faire plaisir à mes parents, j'ai continué mes études, je suis rentrée à la fac de droit, et ça ne me plaisait pas du tout, donc je suis allée au cours Simon. Et quand mon père a appris que je voulais être comédienne, il m'a foutu à la porte. Voilà. C'est flagrant, ça arrivait souvent, c'est dingue. Hein. À cette époque, c'était horrible, quoi. Voilà. C'était cette époque où on disait non, bon. Mais parce qu'ils espéraient, je veux dire, je pense que c'est des gens qui avaient envie de faire des études. Moi, j'en avais la possibilité, ça l'a contrarié. C'est la frustration, leur frustration. C'est-à-dire qu'ils projetaient sur... Transmettaient, voilà, ce qu'ils n'avaient pas pu faire, sur les enfants. De le faire, Donc je me suis retrouvée, il fallait que je gagne ma vie. Et est-ce que vous avez l'une et l'autre, mais ça on revient à toi, mais quand vous disiez comédienne, oui, mais en dehors de ça, tu as un métier? Ou pas? Non. C'était déjà considéré comme un métier? Vous vous disiez, bon, ça va lui passer, elle va avoir un métier? Non, mais toujours aujourd'hui, il y a des gens qui te disent tu fais quoi? Je suis comédienne. Oui, mais pour gagner ta vie, tu fais quoi? Je suis comédienne. Mais si, c'est systématique, ça revient souvent. Voilà, donc ce parcours du combattant, ok, t'as maman... Bon,
moi j'ai toujours travaillé, j'ai toujours tourné, et avec la série là, Les Femmes d'honneur, eh bien, il y a une chose qui me fait le plus plaisir en arrivant aujourd'hui, ben, c'est le public. Voilà, c'est-à-dire que les gens viennent vers moi, et je ne sais pas s'ils ont perçu ce que je vais dégager, mais ils sont toujours très sympas. Voilà. Et ton premier souvenir de la caméra ou du théâtre ou du public, c'est quand? Oh, il y a longtemps. Voilà, mais à quelle occasion? Je sais même plus, c'était des Allopolis, des trucs comme ça. Après, il y a eu avec Tavernier que la fête commence. Ça n'a pas été le théâtre, ça a été directement où là. Moi, c'était le tournage. Tournage, d'accord. Après, bon, j'ai eu le théâtre, mais une fois que tu es entraîné dans les tournages, moi j'aime bien. Bon, tu vois, c'est intéressant parce que le parcours, je trouve, ça me choque encore aujourd'hui de dire que les parents te disent, allez, tu veux faire ça, mais tant pis, c'est pour toi. Ah oui, moi, oui. Parce que ta mère, alors, t'incite au métier, et ton père. Elle avait toute cette fibre comme ça. Donc, elle m'a jamais contraint. Au contraire, elle me poussait. Ouais. Ben, c'est marrant, tu vois, des gens comme Rebecca, John, comme Maëva, etc., elles vont démarrer avec la danse. De la danse, les a amenées on a fait de la danse. Voilà, c'est marrant, c'était un piano, de la danse. Ça très féminin, ça. Tu vas faire de la danse, c'est comme tu... Et après, on verra bien, parce que si ça, comme si, quand Danseur Étoile, il avait tous les coins de rue, c'était quand même plus compliqué. Mais je trouve que c'est bien, par exemple, que les parents ouvrent toutes les possibilités à un enfant. Voilà, la musique, la danse, parce que ça permet d'avoir des horizons différents et de se... Voilà, ça oui, les opportunités créent ça enrichit. Le personnage. Donc c'est vrai que c'est important. Oui. Et si vous aviez les unes et les autres un souvenir, toi tu disais finalement ton premier tournage, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, dans l'esprit assez compliqué et qui forcément marque. Peut-être toi aussi pour Djerba, parce que la cité après à partir en vacances tout le temps. Mais est-ce qu'il y a une scène, un film, une pièce qui t'a particulièrement marqué ou qui t'a permis de passer un cap? Oui, c'est certain. Ça, c'était en 72 et le président Pompidou recevait le président du Mali dans l'opéra Gabriel du château de Versailles. Et c'est la première fois que l'opéra Gabriel était réouvert depuis la Révolution. Et le président du Mali, qui avait fait ses études à Paris, au lieu de voir un ballet, avait émis le désir de voir le Cid. Donc, j'avais été choisie, comme je jouais à ce moment-là le Cid, pour jouer Chimène dans l'opéra Gabriel du château de Versailles. Et croyez-moi, toute ma vie, encore maintenant, je tremble parce que vous aviez 40 musiciens dans la fosse d'orchestre qui ont entamé l'hymne malien. Ensuite, la Marseillaise. Et bien sûr, cette soir-là, à l'époque, c'était toute l'Académie française, tous les ministres, tout ça, en habit, tout ça. Et moi, j'étais dans les coulisses. Et mon personnage était le premier à parler sur scène. Et ensuite, il y a eu la musique de Castille, enfin les trompettes de Castille. Le rideau s'est ouvert. Et j'avais 13 pas à faire, parce que le plateau est aussi grand que celui de la Comédie Française, avant de dire un mot. Et ça a donné ça, je tremblais, j'avançais, et je devais dire « Elvire, mais tu fais un rapport bien sincère. Ne dis rien de ce qu'a dit mon père. » Et ma voix était blanche, j'ai pas pu dire. Et là, je me suis dit « Mon Dieu, mais je vais tomber. » Et là, ce n'est pas moi qui ai joué, et c'est ça. Quand il y a cette osmose avec le public et un grand texte, vous êtes complètement happé. Et j'ai joué comme jamais. Et après, alors ça c'est encore, il faut que je raconte parce que c'est merveilleux, on a traversé la Galerie des Glaces en costume pour être présenté à Pompon et tout ça. Et Moussa Traoré a dit à Pompon, j'espère que nous aurons le plaisir de dîner avec la table de Chimène. Donc ils ont changé le plan de table et j'ai dîné à la table officielle. Donc ça c'était un moment extraordinaire, et comme j'ai joué après Chimène plus de 500 fois, avec Huster, oui, c'est bien que toi tu appelles conservatoire. Et Mesquiche, on était ensemble au conservatoire, on est entrés ensemble. Ah, c'est peut-être lui qui arrive, non? Non. Donc j'ai vraiment assisté à toute l'ascension de Daniel, et je vais vous donner un petit secret. Daniel est devenu vraiment vitésien, parce qu'il était dans la classe de Vitesse. Mais avant, il était chez Seigné. Et c'était l'époque où on recevait l'enseignement des classiques et des modernes. Maintenant,
le conservatoire, c'est beaucoup plus moderne. Mais j'avoue que tous les gens de ma génération, comme Dusselier, Weber, Huster, tout ça, on a eu cette chance d'avoir cette formation exceptionnelle. Oui, c'est important parce que quand dans ta classe, quand même, cite les noms parce que vous allez voir, il y a du lourd. Hein. Ouais. Il y avait aussi Isabelle Huppert, enfin Nathalie Baye, en fait, tous les grands de ma génération. Je suis une des rares qui ne soit pas fait un nom parce que justement j'ai eu une vie très, très éclectique. J'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu en Angleterre pendant 20 ans où j'ai beaucoup tourné. J'étais aussi un peu aux États-Unis, en Allemagne. Maintenant je suis en Inde. Alors évidemment, maintenant il y a Internet, mais à l'époque ça n'existait pas. Donc tout ce que j'ai fait ailleurs, ça ne s'est pas su. Ah, c'est Karim, c'est pas Daniel. Installe-toi, je vais t'appeler après. Parce que voilà. Donc voilà. C'était le premier soir, alors. Et pour conclure ce que j'étais en train de dire, on avait un professeur merveilleux, Seigné, qui disait « Mes enfants, qu'est-ce que c'est qu'un comédien ?» Et on disait plein de choses, il disait « Non, un comédien, c'est quelqu'un qui se retourne sur sa carrière et qui peut dire « J'ai vécu de mon métier. » Parce que vous avez des enfants stars qui font des feuilletons, qui sont soudain très connus, etc. Et puis 10 ans, 20 ans après, on ne les connaît plus. Ce qui est important, c'est de durer. Et on en sait quelque chose avec Blanche, parce qu'on a presque le même âge. Enfin non, je suis plus âgée qu'elle. Moi, je suis née en 47, donc j'ai 76 ans. Et chaque jour, je me réveille et je dis merci, merci, merci. Merci parce que c'est extraordinaire. C'est un combat permanent, perpétuel. Mais vivre avec sa passion, c'est exceptionnel. Donc je souhaite ça à tout le monde. C'est vrai, parce que moi, j'ai eu la chance d'être invité au festival de Goa en Inde, où tu connaissais, et je voyais avec Marianne, et je me disais, bon, moi je arrive, j'étais jury pour le festival, c'était des courts-métrages à l'époque. Je me dis, bon, je suis content, je suis en Inde, ça vaut le coup, je fais des festivals, j'ai été invité à Beyrouth, en Inde, au Mexique, etc. C'est quand même il y a un bon côté du métier, hein, qui n'est pas un métier en fait, mais en tout cas un bon côté de l'animation. Et Marianne, je l'avais monté avec le ministre de je sais pas quoi en Inde, le délégué général à Charlotte, et je l'appelais Catherine Deneuve. Parce que là-bas, c'était le même, c'est comme si j'avais eu Catherine Deneuve, Marianne Borgo en Inde, vous n'imaginez pas, mais c'est une star. Et donc c'est incroyable de dire, bon, elle a choisi l'anonymat, parce que c'est quelque part, et tu as bien eu raison, parce que c'est tellement compliqué, bon, non, je peux en parler, c'est pas évident de rester en tête d'affiche en France, et c'est un bon choix. Être une star en Inde, c'est quand en Inde vous faites un beat, vous faites 50 millions de spectateurs. Ouais, oui, mon premier film, on a fait 19 millions. C'est tout, c'est-à-dire c'est un bid en Inde, à 19 millions. C'est un film de jeune, hein. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Pour ça, j'espère que Tonton Edouard va sortir en Inde, parce que si on fait que 40 millions de spectateurs, même un bid comme ça, moi je veux bien. Hein. C'est sympa comme bid, sur la carte de bid. Je te parlerai après, j'ai une bonne nouvelle peut-être. Ah, voilà, on va en parler, c'est bien. Blanche, toi, sur le regard que tu as sur ta carrière, il y a aussi, parce qu'il faut dire aux gens qui nous regardent, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, non? Non, c'est très difficile. C'est difficile. Parce qu'il y a des traversées du désert, il y a des... Bon, à un moment, on est... Alors, je sais que c'est pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Il y a la fameuse tranche 45 ans, où vous n'êtes plus dans le côté des, on va dire, entre guillemets, des jeunes actrices, et vous n'êtes pas assez âgée pour pouvoir faire le... C'est ça, hein? Trop vieille pour faire des mères et trop jeune pour faire des grands-mères. C'est ton cas, ça s'en C'est ça, exactement. Effectivement, grand-mère, tu n'es pas crédible, et c'est dommage. Bon, enfin, après, donc il faut trouver des activités. Heureusement, il y a Tonton Edouard, on en parlera après. Alors. Non, mais parce que, je sais pas, c'est comment ils voient les femmes aujourd'hui. Nous, on est en pleine forme, on fait du yoga, on fait de la marche, on se tient, et on a envie de travailler, mais pas, par exemple, aujourd'hui pour les castings, il faut être un peu Alzheimer. Enfin, c'est de préférence un peu Alzheimer. Donc, tu n'as pas une scène avec des femmes de plus de, mettons, la soixantaine. On te dit, oui, mais alors là, où est-ce que j'ai mis mes clés? Oui, c'est ça, il faut les cheveux blancs, être un peu bouboule, voilà. Bon, voilà, donc c'est inintéressant. Donc, on reste chez soi tranquille. Et Hélène, toi, tu devrais définir pour des gens qui regardent comme ça, ton métier de comédienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Tu as été obligé, alors peut-être que
ces attentes t'ont orienté vers le doublage. Alors non, en fait, c'est pas du tout, absolument pas, c'est le hasard de la vie qui a fait que je me suis retrouvée à faire du doublage parce que j'ai travaillé avec un metteur en scène de théâtre qui m'a dit « Ah, t'as une voix sympa, t'as déjà fait du doublage ?» Je me suis dit, c'est quoi? Moi, je regardais 21 Jump Street à la télé en français, je pensais que Johnny Depp il parlait français, quoi, tu vois. Jamais de la vie, j'ai pensé que c'était doublé. Et donc j'ai fait « Ah ouais, il y a ce métier-là qui existe aussi. » Et donc je suis allée dans un studio de doublage, puis j'ai trouvé ça génial. Et c'est vrai que... Mais Blanche, elle en a fait aussi beaucoup. Et moi, j'ai Marianne aussi. Surtout en Angleterre, j'étais la voix. Ouais. Si j'ai pu m'offrir une terrasse à Paris, c'est grâce à ma voix. Ouais. Mais heureusement qu'il y a ça, parce qu'il faut justement pouvoir tout faire en tant que comédien. Des doublages, des enregistrements, du théâtre, de la télé, du cinoche, qu'il n'y ait pas de compartiments. Mais c'est un autre exercice en fait, c'est ça aussi, c'est vraiment... Mais c'est une partie du métier de comédien. Et en fait, il y a même des comédiens qui ont fait carrière complète. Par exemple, je pensais à des gens, quand vous dites, vous regardez un film, si Bruce Willis, il n'a pas la même voix, c'est plus Bruce Willis. Ouais. C'est parce que l'acteur est mort. Voilà. Alors tu sais que c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, façon de parler, mais Patrick Poivet est décédé il y a 1 an ou 2 ans. Et Bruce Willis ne peut plus tourner parce qu'il est malade. Et en fait, il y a eu un film qui a été doublé par un autre comédien parce qu'il fallait trouver qui allait remplacer Patrick Poivet sur la voix de Bruce Willis. Et en fait, il n'y a eu qu'un seul film. Après, ils ont annoncé que Bruce Willis ne tournerait plus. Et de doubler, il faut être comédien. Je pense que les gens ne font pas. Voilà, c'est pas. C'est qu'il faut jouer. Il ne faut pas d'avoir la voix, mais il faut être comédien. Il faut être capable de jouer les émotions, mais il faut les jouer. C'est pas nous qui choisissons à quel moment on les joue, puisqu'il faut qu'on soit synchrone avec ce qui se passe à l'image. Et en fait, quand on arrive en studio, le matin, je ne sais pas ce que je vais faire. Il y en a un qui était bon aussi. C'était Michel Roux pour Tony Curtis. Ah bah oui, bien sûr. Magnifique. Et c'est vrai que... Mais alors, ce qui est marrant, effectivement, c'est qu'il y a des fois des comédiens, dont Bruce Willis, Patrick Poivet fait partie, c'est-à-dire que quand on écoute la version originale des films de Bruce Willis, il n'a pas ce petit truc rigolo dans la voix, ce petit truc... Parce que Patrick Poivet a amené ce truc-là. Et c'est Amicalement Vôtre, je crois, voilà, ils ont amené les comédiens une dimension supplémentaire à la version française au rôle. C'est vrai que quand tu écoutes par exemple des acteurs très connus américains en voix originale, tu es déçu. Tu te dis merde, ils n'ont pas du tout le côté péchu quand les doublages français, c'est différent. Alors peut-être qu'aux États-Unis ils trouveraient ça je sais pas bien, tellement ce côté un peu rigolo, mais en tout cas sur la version française. Et moi qui ai la chance de vivre en Espagne, je vois à l'inverse les Espagnols, et c'est un peu le même principe français, c'est encore pire. Tu as l'impression que c'est vraiment des rigolos tous. Même quand ils ont tu te dis bien. Et alors quand je compare avec la version française, je me dis des fois il y a des similitudes. Alors par exemple il y a la Caméra Café en Espagne, c'est la même, sauf qu'ils ont pris des acteurs qui ressemblent, mais trop... Alors tu as l'impression de voir Solo, c'est les mêmes, avec la même gouaille, ils ont vraiment copié tout. Ah oui, mais là c'est carrément un remake, ouais. C'est carrément avec des comédiens, c'est en live, ils refont le tournage. Et à l'inverse, Scène de ménage, c'est au départ Scènes des matrimonios, qui est une scène espagnole, c'est très branché cul, tous les dialogues sont très gras, et en France, ils ont un peu tempéré, c'est beaucoup plus comique en France qu'en Espagne. Ça reste rigolo, mais les couples sont les mêmes à peu près. Et donc la version, il y a des transferts comme ça de séries, dans un sens ou dans l'autre, mais c'est marrant, mais c'est les doublages qui font tout. Dans ce cas-là, en tout cas les voix des personnages qui font que le succès marche. Alors autant c'est Caméra Café, du coup ça reste en Espagne, c'est un carton. Alors qu'en France, c'est appelé depuis belle lurette, Caméra Café. C'est fini. Et Scène de ménage, c'est arrêté en Espagne, mais en France, c'est un carton. Pourquoi c'est dans le sens inverse.